Salam alaikum, Zulf Laouen, bonsoir. À chaque nouvelle polémique, l'on se demande quand surviendra la prochaine, qui abîmera encore plus les relations algéro-françaises. Elle est arrivée hier 11 mai avec la convocation du chargé d'affaires à l'ambassade de France en Algérie au siège du ministère algérien des Affaires étrangères. L'Algérie a décidé d'expulser 15 nouveaux fonctionnaires français de son territoire. En réponse, le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a affirmé que la France répondrait de manière immédiate, de manière ferme et de manière proportionnée à cette décision incompréhensible. Et une nouvelle étape dans les tensions entre Alger et Paris. Le changement de position de la France sur la question du Sahara occidental a véritablement crispé les relations algéro-françaises. Et nous sommes en train d'évoluer vers une véritable rupture, avec toutes les conséquences, tant sur le plan sécuritaire, humain et économique. Nous vivons dans une espèce de démesure qui en dit long sur la relation algéro-française, amenée à vivre des moments d'une extrême gravité dans un futur très proche, pouvant aller vers une crise jamais égalée depuis l'indépendance. La situation politique du pays interpelle et interroge. La crise que vit l'Algérie, tant sur le plan interne que sur le plan diplomatique, nous indique sans l'ombre d'un doute que nous allons vers un futur incertain. Nous débattrons avec nos invités juste après cette petite intro. Crise Algérie-France, Alger annonce l'expulsion immédiate de plusieurs agents français. C'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission Nazim Taleb, membre du secrétariat de la Chaîne. Il est avec nous depuis Paris, via Skype. Nazim Taleb, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Merci Nasser, merci pour l'invitation et mes salutations les plus chaleureuses à vos invités et aussi à votre audience. Merci beaucoup Nazim Taleb, marhaba bik. On a aussi le plaisir d'accueillir Lias Djbaili, ingénieur économiste militant politique. Il est avec nous depuis Paris via Skype. Lias Djbaili, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik, Lias. Bonsoir Nasser, merci pour l'invitation. Mes salutations les plus chaleureuses à votre invité Nazim et toute l'équipe du Maghrébia qui assure la couverture bien sûr, et sans oublier nos compatriotes qui nous suivent de près ou de loin. Encore merci pour l'invitation. Merci beaucoup Lias Djbaili. Marhaba bik. Donc encore rien ne va, si on peut dire, entre Alger et Paris. D'abord, on va commencer, avant de donner la parole à nos invités ce soir, par cette petite vidéo concernant l'expulsion des agents français par Alger. Bien sûr, la France, par la voix de son ministre des Affaires étrangères, a dit qu'elle répondra de manière immédiate, ferme et proportionnée à la décision de l'Algérie. Ces déclarations ont été faites aujourd'hui par le ministre des Affaires étrangères français, Jean-Noël Barrot. D'abord, on regarde la vidéo. السلطات الجزائرية طالبت من القائم بالأعمال بالسفارة الفرنسية لدى الجزائر خلال استقباله بمقر وزارة الشؤون الخارجية بترحيل فوري لجميع الموظفين الفرنسيين الذين تم تعيينهم في ظروف مخالفة للإجراءات المعمول بها. ويأتي هذا الاستدعاء في أعقاب تسجيل تجاوزات جسيمة ومتكررة من قبل الجانب الفرنسي تمثلت في الإخلال الصريح بالإجراءات المعمول بها والمتعارف عليها في مجال تعيين الموظفين ضمن التمثيليات الدبلوماسية والقنصلية الفرنسية المعتمدة لدى الجزائر.
فخلال الفترة الأخيرة رصدت المصالح المختصة تعيين ما لا يقل عن 15 موظفا فرنسيا لمباشرة مهام دبلوماسية أو قنصلية فوق التراب الجزائري دون أن تستوفي بشأنهم الإجراءات الواجبة. Voilà, donc la relation a été relayée hier donc, par l'APS. Ce n'est pas un communiqué du ministère des Affaires étrangères donc, algérien. Et bien sûr, dans le communiqué qui a été publié par l'APS hier, on peut lire l'Algérie demande donc le rapatriement immédiat des agents français objets d'affectation dans des conditions irrégulières. Mais la presse française a réagi aujourd'hui. On va commencer par quelques titres et le premier Jeune Afrique, nos amis de la régie, si c'est possible. Donc on va voir le titre. Alger annonce donc l'expulsion immédiate de 15 agents français. Mais aussi France Info, tension entre la France et l'Algérie. Alger annonce de nouvelles expulsions de fonctionnaires français. Paris promet de répondre de manière immédiate. Le Monde, l'Algérie veut expulser de nouveaux fonctionnaires français. Le Quai d'Orsay promet une réponse immédiate, ferme et proportionnée. Voilà, donc la presse française a réagi, mais aussi le ministre des Affaires français, Jean-Noël Barrot, a réagi aussi. On l'écoute. C'est une décision qui est incompréhensible et qui est brutale. Le départ d'agents en mission temporaire est injustifié et injustifiable. Et comme je l'ai fait le mois dernier, nous y répondrons de manière immédiate, de manière ferme et de manière proportionnée à l'atteinte qui est portée à nos intérêts. Et je le précise, c'est une décision que je déplore parce qu'elle n'est ni dans l'intérêt de l'Algérie ni dans l'intérêt de la France. Voilà, donc les déclarations du ministre des Affaires étrangères français. D'abord, Nazim Taleb, je vais commencer cette émission avec vous. Quelle lecture peut-on faire donc, par rapport à ce développement, si on peut dire, de la crise? Rien ne va entre Alger et Paris. Jamais on est arrivé à cette situation de crise depuis l'indépendance. Quelle est votre réaction par rapport donc à ce rebondissement, donc Alger après la décision d'expulser presque 15 agents français? De se poser, est-ce que l'Algérie fait vraiment de la diplomatie? C'est ça qui fait un petit peu peur. Au-delà de la France, l'Algérie, elle se fait des ennemis de partout, y compris sa profondeur stratégique, le Mali, le Niger, le Burkina Faso, les Émirats. Alors c'est vrai qu'ils sont impliqués dans des horreurs pratiquement dans les quatre coins du monde, mais quand on voit le langage qui est tenu, c'est loin d'être un langage diplomatique. Et avec la France, on voit même pas la fin. C'est à chaque fois une expulsion de l'autre côté. Et tout ça, on voit pas on voit pas le bout de ces démarches-là, si ce n'est de se dire est-ce que l'Algérie a vraiment les moyens de sa politique. Par exemple, sur le cas espagnol, il s'est présenté quand l'Espagne a reconnu la marocanité du Sahara. On a vu que l'Algérie avait réagi d'une manière violente. Alors certes, pas avec la violence qui se déroule devant nous dans le cas français, mais elle est revenue à un meilleur sentiment malgré que l'Espagne n'a pas changé sa politique vis-à-vis de la reconnaissance de la marocanité du Sahara, comme je l'avais précédemment cité. Donc, avec la France, moi, ma question, et c'est surtout au-delà de la politique politicienne française, parce que même la France aujourd'hui, on a l'impression que c'est une politique parallèle entre la présidence qui voulait, entre Tebboune et le président, donc Tebboune et Macron, qui voulait calmer le jeu, mais on voit que à chaque fois, il y a
il y a quelqu'un qui met des bâtons dans les roues, à savoir le ministre de l'Intérieur Rotaillot, notamment avec les 2 articles qui ont été publiés dans l'Express et aussi dans le journal du dimanche. On voit bien qu'il y a aussi un lobby au sein du gouvernement français pour que les choses ne se calment pas immédiatement. Mais ça, on va dire, c'est pour des raisons électoralistes, purement électoralistes. Je ne vois pas non plus l'intérêt de la France de rentrer dans une rupture diplomatique avec l'Algérie, mais je me dis que l'Algérie a plus à perdre que la France, parce que la France, quand même, ça reste une puissance économique importante, un poids sur l'Europe. Aujourd'hui, on est face à une baisse du pétrole et du gaz, donc la France peut éventuellement substituer son gaz algérien par le gaz qatari ou norvégien ou à la limite même russe, quand on voit comment l'évolution se fait sur la crise russo-ukrainienne. L'Algérie, aujourd'hui, c'est un pays économique qui est exsangue, avec des perspectives très sombres, à l'image de, comme je vous ai dit, d'une baisse importante du prix du pétrole et du gaz. Elle est en litige avec tous ses voisins, Libye, comme je dis, Mali, Niger, Burkina Faso, le Maroc. Donc, moi, ma question est ça, c'est où est-ce qu'on veut aller et est-ce que l'Algérie a les moyens réellement de sa politique de surenchère qui, pour moi, c'est plus du show qu'autre chose, parce qu'un pays, quand il veut vraiment faire les choses, il le fait pas d'une manière aussi bruyante et aussi désordonnée et surtout où on voit pas la finalité. Très bien. Reste avec nous, Nazim Taleb. Ilyas Jubaili, bien sûr, on en a parlé, Nazim Taleb peut-être nous a rappelé par rapport donc, à cette enquête qui a été publiée dans le journal du dimanche, qui accable, si on peut dire, d'après l'enquête bien sûr, qui accable les autorités algériennes, mais aussi le chef de l'État, Abdelmadjid Tebboune. Dans la journée d'hier aussi, on apprend donc que l'Algérie demande le rapatriement donc immédiat des agents français objets d'affectation dans les conditions régulières. Nous apprenons ça à travers donc l'APS qui dit que le chargé d'affaires de l'ambassade de France en Algérie a été reçu dimanche au siège du ministère des Affaires étrangères et que les agents français objets d'une affectation dans des conditions irrégulières fassent l'objet d'un rapatriement immédiat vers leur pays d'origine. On est dans une situation qui est très délicate quand il s'agit donc des relations algéro-françaises, Ilyas Jubaili. Est-ce que vous pensez qu'on est dans une situation de non-retour concernant donc ces relations et tout ce qui implique donc la relation entre Alger et Paris, Ilyas Jubaili? Oui, Nasser, tout d'abord, vous me voyez là, parce que là, oui. Je vois, d'accord, parfait. On vous voit très très bien, oui. Parfait, merci. Au fait, donc on essaie d'analyser au plus haut. Du côté français, je pense que Macron perd complètement la main sur le dossier algérien. On voit qu'il perd carrément la main sur le dossier algérien. Ça devient pour lui une équation très très complexe. Il ne s'attendait pas à ce que par rapport à la nature du régime algérien, qui est de nature très dure, très ancrée sur ses positions ultra radicales, du côté algérien, on voit bien, c'est la ligne dure qui dicte la feuille de route de la diplomatie algérienne, notamment vis-à-vis de la France. La ligne dure, la conduite dure, qui forcément qui doit être prônée par un des clans qui a pris le dessus sur tout, et ces clans, ils ont du mal à trouver consensus. Et le clan, je ne sais pas si on peut l'appeler de façon générique, c'est le clan, les faucons, entre guillemets, et les adeptes de la ligne dure, qui veulent rien céder avec la France et surtout qui n'ont pas cet esprit diplomatique d'essayer un petit peu d'opter un mode relax, de détente diplomatique, ne serait-ce que pour un moment passager. D'ailleurs, si vous avez remarqué,
que la visite des parlementaires, même on me dit yes, ce sont de gauche et d'extrême gauche, il n'en demeure pas moins, c'est des parlementaires français, et que d'après certaines informations, ils ont eu l'aval des autorités françaises, je veux dire, d'aller rendre hommage aux victimes de la barbarie coloniale du mai 1945 à Kharata, Stef et Galma. De surcroît aussi, le chargé d'affaires français qui s'est déplacé. Ça veut dire quelque part, il y a quelques éléments de détente. Mais comme par hasard, il y a ce journal du dimanche qui remet, qui quasiment, c'est contre Tebboune et le régime algérien. Et du coup, ça a poussé encore à replonger, à accentuer cette crise tectonique entre l'Algérie et la France. Maintenant, l'Algérie d'un côté, Nasser, ces 15 agents consulaires, ils ont été refoulés. Au fait, c'est vrai, ils sont détenteurs de passeports de service, c'est-à-dire on leur a affecté après des passeports diplomatiques pour qu'ils puissent entrer facilement en Algérie. Mais nous savons très bien que les services secrets algériens sont très chevronnés sur ce côté-là. Ça veut dire que ces personnes-là, ces agents-là qui sont venus, il y a 2 qui font partie de la DGSI, et la patronne de la DGSI, c'est Céline Berton. Et je vous signale que Céline Berton, la patronne de la DGSI, elle a de bonnes relations avec les services secrets algériens, qu'on le veuille ou non. D'ailleurs, c'était la seule qui a dit attention, sur le plan sécuritaire, l'Algérie est un partenaire important. Alors, qui tire les ficelles? Qui veut que les relations ne se remettent pas en selle? En tout cas, Macron, il a perdu complètement le contrôle sur le dossier algérien. Quant à Bayrou, complètement, il est amorphe, immobile, je ne sais pas, même du point de vue intérieur de la politique intérieure française, je ne sais pas, ce monsieur en tant que Premier ministre, je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait. Le seul qui contrôle le dossier algérien et qui tire ses coups diatribe contre l'Algérie, contre le régime algérien, contre les autorités algériennes, c'est Retailleau, comme le disait très justement Nazim, c'est pour des enjeux électoralistes. Mais de l'autre côté, il faut signaler, l'Algérie, il faut opter pour la question, c'est-à-dire on ne voit pas une certaine forme de stratégie diplomatique. On ne voit pas, d'ailleurs, il a bien dit tout à l'heure Nazim, avec l'Espagne, avec l'AES, avec le Burkina Faso, le Mali et le Niger qui ont été invités lors de la commémoration du mai 1945, la victoire des Alliés à Moscou par Poutine. On voit aussi les Émirats, malgré que les Émirats, ils sont impliqués dans des manœuvres, je veux dire, qui sont très très dégueulasses entre guillemets, mais on voit bien que la ligne diplomatique, de façon rationnelle, ne prend pas le dessus sur la ligne dure. Quand vous avez une ligne dure et quand vous avez une ligne diplomatique et chapeautée par un régime qui n'est pas fin, qui ne sait pas un petit peu, je veux dire, mettre en pointe sa diplomatie, le résultat, c'est que aussi, en disant l'Algérie, qu'on le veuille ou non, la France, on va me dire, mais la France aussi, on peut se passer. Oui, vous voulez un petit peu la remplacer par l'Italie, mais l'Italie, avec tout le respect pour l'Italie, la grande Italie, elle fait pas le poids de la France. C'est-à-dire que les relations, ils sont arrivés à un point que pour une rupture définitive, c'est pas possible, là, c'est impossible. Mais on va se diriger en dents de scie. Et d'ailleurs, Darmanin, il a dit dans une émission que les relations franco-algériennes vont traverser des années en dents de scie comme ça. Maintenant, qui va arriver au pouvoir après Macron? En tout cas, pas forcément des personnalités de gauche, c'est les personnalités de droite et centre-droit qui vont prendre le relais. Et maintenant, comment les autorités algériennes ou le pouvoir algérien ou le régime algérien, comment va se comporter avec des personnalités beaucoup plus dures? Parce que Macron, qu'on le veuille ou non, il a une attitude, qu'on le veuille ou non,
un peu pro-algérienne, malgré sa précipitation je veux dire, en reconnaissant, en poussant la France occidentale. En tout cas, sur cette question, sur cette question très rapidement, avant de redonner la parole à Nazim Taleb, puisque vous dites que Macron, vous êtes en train de dire que Macron peut-être a une attitude peut-être plus ou moins apaisée par rapport donc à cette relation algéro-française. Et pourtant, vous êtes en France et vous savez très bien que le pays est dirigé d'abord par Macron. Il y a des institutions, bien sûr, qui sont indépendantes et que même Bruno Retailleau travaille pour les intérêts donc de son pays, de la France. Il est dans un gouvernement, il doit obéir donc à la politique du gouvernement. Très rapidement sur cette question. Oui, mais il n'y a pas entre la France et l'Algérie, c'est une question d'intérêt. Hein. La France, au fait, elle privilégie ses intérêts. Macron et Retailleau et Bayrou, ils vont privilégier les intérêts français parce qu'ils sont élus. Parce que dans un pays démocratique, ils ont eu le suffrage du peuple pour répondre aux besoins du peuple. Donc forcément, Retailleau est dans son job. En tant que ministre de l'Intérieur, plus de fermeté, il en rajoute un peu plus pour des raisons électoralistes. Quant à Macron aussi, il joue pour les intérêts français. Mais Macron, qu'on le veuille ou non, il a cette politique un peu plus maniable avec l'Algérie. Je pense, à mon avis, depuis 2017, il a donné, et je veux dire, il voulait un rapprochement enfin, il voulait se rapprocher de plus en plus davantage avec le régime algérien. Le régime algérien, il n'a pas donné cette souplesse je veux dire, d'ouverture et tout. Mais maintenant, je le dis, moi, de façon comme ça transparente, c'est que le régime algérien ou le pouvoir algérien, Macron en 2027, il va quitter. Il faut savoir qu'il a fait des pas très importants. Et c'est pas moi qui le dis. Celui qui le dit, c'est Benjamin Stora, le plus algérien de tous les Français. Le plus algérien, celui qui aime l'Algérie, celui qui aime le peuple, c'est Benjamin Stora, qui le dit de façon très juste. Depuis 62, les pas les plus importants ont été faits par Macron. Mais Macron il est aussi ligoté par la politique intérieure française. Mais aussi la question du Sahara occidental, Lias Dubaïli, a été le changement de position a été sous Macron et c'est Macron qui a pris donc cette décision et de là on a commencé à avoir donc une dégradation des relations entre Alger et Paris. Nazim Taleb, vous avez dit que l'Algérie n'a pas les moyens de sa politique. On va écouter ce passage donc d'un consultant, d'un spécialiste donc des relations internationales sur une chaîne algérienne. فيما يخص يعني المصلحة العليا للوطن وللشعب الجزائري. اليوم الجزائر تتعامل مع جميع النظراء الذين هم معنا على مسافة متساوية بمنطق الند للند والمصلحة المشتركة سواء للدول أو للشعوب. وهذا حل فرنسا التي ما زالت منغمسة في الذهنية الاستعمارية وذهنية الوصاية وذهنية الإملاءات وورقة الطريق. ولكن اليوم وبالأمس وحتى الدولة الجزائرية سيادية في قراراتها Voilà, donc Nazim Taleb, pour le côté pouvoir algérien, l'Algérie défend bien sûr ses intérêts quand il s'agit de la France et l'Algérie n'est plus donc une colonie. L'Algérie est un État souverain quand on entend bien sûr les responsables algériens. S'il faut payer le prix donc d'une rupture diplomatique, qu'il soit, d'après eux bien sûr, Nazim Taleb. Comment déjà définir un pays souverain? C'est déjà la question. Aujourd'hui, l'Algérie dépend pour ses matières essentielles de l'étranger. Le blé, bon, ils ont beau faire toute une campagne de propagande, on reste quand même dépendant de l'étranger en termes de blé. Vous restez dépendant à 95 ou 97% des hydrocarbures. C'est qui vous achète vos hydrocarbures? C'est l'étranger.
tout ce qui est équipement, c'est l'étranger. Et moi, j'aime bien quand les gens parlent au nom du Chab. Mais Chab, il a toujours été absent. Et les suffrages, la présidentielle de septembre est là pour nous rappeler que les Algériens ne croient plus dans ce régime. Il y a eu un boycott massif des élections aussi bien de 2024 que 2019. Donc, les Algériens, cette personne ne peut pas parler au nom des Algériens parce qu'on est en face déjà même pas d'un gouvernement, de différents clans. Liès, tout à l'heure, parlait de Macron, quand il a dit il était pro-algérien. Oui, il était pro-algérien jusqu'au moment où il a réalisé que Tebboune n'était pas à la manette. Et c'est pour ça qu'il disait, Tebboune, il est au fait lié par un régime militaire. Et ça a fait grand bruit à l'époque. Et même ça, politico-militaire, effectivement. Donc, mais là, il n'y a même pas de politique, Nasser. Il n'y a que du militaire. C'est-à-dire, même la diplomatie aujourd'hui, elle est gérée comme une caserne militaire. Aujourd'hui, moi, j'ai l'impression qu'on est dans une politique du TikTok. C'est-à-dire, tu fais ça, je fais ça, tu fais ça, je fais ça. Mais à un moment donné, quand tout s'effondre, on va faire quoi? Aujourd'hui, l'Algérie, c'est une politique spectacle. On importe 1 million de moutons. Et en plus, on se targue, on fait des cortèges, etc. On est arrivé à une médiocrité. On peut absolument pas parler de souveraineté. On n'a pas de souveraineté technologique. On produit pas un seul téléphone. Peut-être les smartphones où on ramène les puces de l'étranger, mais ça reste des puces qui viennent du Vietnam ou de la Chine. On fait que de l'assemblage, on fait pas de téléphone, on n'a pas de technologie de téléphonie, on produit pas de voitures, on produit pas alors encore moins l'intelligence artificielle, encore moins la robotique, encore moins tout ça. Donc de quelle souveraineté on peut parler? Et d'ailleurs, le ministre des Affaires étrangères l'a dit aux États-Unis, the limit is the sky, c'est-à-dire pour les États-Unis, c'est bon, vous pouvez venir. Là, on perd pied avec les Français, donc on invite les Américains. C'est au fait, finalement, excusez-moi du terme, c'est de la prostitution politique. C'est-à-dire, aujourd'hui, je suis en bisbille avec les Français, et donc je vais chez les Américains. Et encore une fois, c'est pour ça que je vous dis, où est-ce qu'on va? Il n'y a pas de stratégie. Il n'y a aucune stratégie. Je m'embrouille avec un État, je vais dans un autre État. Et l'État sur lequel historiquement, l'Algérie avait de très bonnes relations à la Russie. Même la Russie a tourné le dos à l'Algérie. Vous imaginez, à la dernière cérémonie, l'Algérie n'était même pas invitée. La Russie, aujourd'hui, elle fait du pied en Algérie, en Mali, au Niger, au Burkina Faso, y compris la Turquie. La Turquie qui se targue publiquement de dire l'Algérie, c'est un grand partenaire. Mais l'Algérie est absente. Et c'est ça qui est grave, c'est-à-dire que l'Algérie, dans sa profondeur stratégique, est complètement absente. Et c'est pour ça que moi, je redis sur, par exemple, la crise du Sahara, ça a coûté à toute la région ce qu'aujourd'hui on est en train de vivre. Non seulement vous avez le Maghreb avec Israël, vous avez le Wenger au niveau du Mali, vous avez la Turquie, vous avez la Chine, vous avez je ne sais combien d'États dans cette région où normalement, si on avait eu des États qui sont légitimes, qui sont raisonnables, qui sont sages, eh ben, le problème du Sahara aurait pu être réglé entre les grands protagonistes du Maghreb, à savoir l'Algérie et le Maroc. Et là, c'est un problème qui envenime les relations et ça est en train d'effriter toute la région dans sa globalité. Et ça, c'est ça qui fait peur, c'est que l'Algérie aujourd'hui est de plus en plus isolée. Qui est-ce qui aurait pu croire il y a 20 ans, il y a 25 ans que l'Algérie serait entourée de tant de dangers? Aussi bien au niveau le sud, au niveau de l'Est, au niveau de l'Ouest. Et ça, c'est, encore une fois, il n'y a pas de souveraineté. On n'est pas dans un pays souverain. On est dans un pays... C'est pas ce qu'on entend des responsables algériens. Les responsables algériens disent autre chose. Par exemple, on a entendu Salah Goudjil cette semaine, à l'occasion du 8 mai 45, dire que l'Algérie est un pays responsable, alors que la France connaît des problèmes, connaît des difficultés, non seulement à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur. On va écouter ce passage et je reviens à vous juste après. لما نعرفوا رواحنا وشكون حنايا
ما يهمناش في الغير لما يتكلموا احنا ايضا نتكلم وحنا نجاوب وكل الاشياء اللي راهم يطرحوا فيها حاليا كل غالطين ما همش في الواقع وعلى هذا نو كان كومبلكس وحنا رانا نجاوب فيهم بعدة طرق ولكن احنا نتصرف كدولة ماناش تاع تهريج لأن هما حرية التعبير عندهم هو حرية التهريج نابورت كوا وهما مشاكلهم راهم غارقين باش يغطيو المشاكل الداخلية نتاعهم لقاو الطريقة. Voilà, donc Saleh Goudjil, Nazim Taleb, je reviens à vous très rapidement si vous voulez bien sûr commenter ce qu'a déclaré donc Saleh Goudjil. Nous n'avons aucun complexe, il a dit, donc quand il s'agit de cette crise entre Alger et Paris, l'Algérie est un pays responsable. Et la France, bien sûr, connaît des problèmes à l'interne comme à l'extérieur, a déclaré Saleh Goudjil. Votre réaction? Bon, ma réaction, je dirais très rapidement, pour ne pas monopoliser la conversation. Goudjil, s'il était déjà responsable, il serait pas président. Il a 84 ans, la personne. Est-ce que déjà ça c'est responsable? Est-ce que dans un État... Non, hein? 93 ans. Ah bah, 93. Excusez-moi. J'ai 10 ans de retard. 93 ans. Il est président de Al-Majlis al-Umma, c'est-à-dire le Sénat. Est-ce que déjà c'est un responsable? Est-ce que il peut comparer la France, bien sûr, à ses problèmes, mais est-ce que vous pouvez comparer la France qui exporte pour je sais pas combien, 700 ou 800 milliards de services et de produits, avec un pays qui dépend que dans sa quasi-totalité des exportations sur le pétrole et le gaz? Est-ce que vous pouvez comparer la 7e puissance ou la 8e puissance mondiale avec, je ne sais pas, notre classement et où est-ce qu'il se situe? La France a ses problèmes. Mais il faut quand même comparer, il faut garder toute proportion gardée sur les comparaisons qu'on est en train de faire. On ne peut pas comparer à l'Algérie et la France, quoi qu'on en dise. Ils ont leurs problèmes internes, mais on est quand même loin de la politique médiocre qu'on est en train de vivre quand même. La France, ils importent pas 1 million de moutons et ils en font un cortège. La France ne fait pas, parce qu'elle a distribué quelques logements, elle fait tout un cirque. La France, quand ils font des innovations, y compris militaires, ou même des inaugurations, moi j'ai jamais vu dans des inaugurations d'école un général ou un colonel ou un commandant qui est à côté d'un préfet en France. On peut pas comparer quand même deux pays qui sont, un qui est complètement en ruine, l'Algérie, c'est complètement un pays, malheureusement, c'est notre pays, on l'aime, mais malheureusement il est en ruine et il se dirige vers un mur, il se dirige vers le mur. Très bien, restez avec nous, Nazim Taleb. Lies Djbaili, si vous voulez rebondir par rapport à ce qui a été dit, vous êtes libre, mais j'aimerais vous faire montrer aussi cette petite vidéo. Donc, c'est un reportage de l'ENTV qui a parlé de la Bretagne étant donc une terre colonisée par la France. On regarde. Direction la Bretagne, où l'on parle d'une nation qui a été annexée puis réduite au silence siècle après siècle. Les militants indépendantistes dénoncent une volonté politique de neutraliser toute forme d'identité bretonne. Leur langue est reléguée et leur histoire marginalisée. Alors que la Bretagne est souvent présentée comme une simple région française, certains rappellent une toute autre réalité. Le président du Parti national breton dénonce une histoire d'annexion, de répression et d'effacement culturel. Pour lui, la Bretagne est une nation colonisée par la France depuis plusieurs siècles. La Bretagne, ma nation, a été envahie par la France en 1488 et officiellement annexée de manière unilatérale en 1532 et 1789. Dans la réalité, l'État français continue à interdire la langue bretonne dans les administrations, à interdire l'existence de chaînes de télévision ou de radio ou d'autres médias en breton. De même, elle interdit encore que nous donnions des noms bretons à nos enfants, et il en va certainement de même pour les autres minorités nationales sous occupation française, que sont notamment les Basques,
les Flamands, les Alsaciens et les Corses. La France se présente comme une terre de liberté, mais quand il s'agit des peuples qu'elle maintient sous sa coupe, le discours change du tout au tout. Pour les Bretons, comme pour d'autres peuples sans État, le combat continue face au silence de Paris. La revendication bretonne est claire, il ne s'agit plus seulement de langue ou de culture, mais de liberté. Lyes Jubaili, d'abord une réaction par rapport donc à ce reportage. Je sais que peut-être vous avez un petit sourire, mais on ne sait pas pourquoi donc ce reportage est sorti maintenant, peut-être pour encore plus compliquer les relations algéro-françaises, mais d'après vous, pourquoi donc ce reportage de la télévision algérienne concernant donc la Bretagne? Alors rapidement, avant de répondre, parce que là je renvoie la journaliste à fouiller dans les livres, hein, l'histoire de cette île insulaire entre la Bretagne et la France, c'est-à-dire, vous savez, l'Occitanie, la Bretagne, la Dordogne, la Corse, tout ça, ce qui fait un peu la France de Clovis qui remonte à quasiment 1000 ans d'histoire. Donc certes, il parle de 1400, il faut savoir aussi qu'il y a toujours un mouvement identitariste breton très dur, voilà, comme dans d'autres pays démocratiques, comme en Italie, comme en Lombardie, comme en Espagne, les Catalans et les Basques, ainsi de suite. Mais franchement, dire toute la royauté française, elle tire sa puissance au sein de cette île qui s'appelle la Bretagne aussi. Il y a la royauté entre cette île et la royauté française, le royaume de France aussi. Et les plus grands marins français sont d'origine bretonne aussi. Les plus grands fondateurs des médias sont d'origine bretonne. Je renvoie à cette dame que le patron de l'extrême droite française est d'origine bretonne. Je veux dire, la Bretagne, les Bretons se sentent vraiment très très français, et faire un reportage comme ça en essayant un petit peu de dire c'est vraiment c'est de la bassesse. Mhouli, avec tout le respect, c'est un peu de la bassesse. C'est-à-dire il faut mais aussi de l'autre côté, de l'autre côté, Lyes Jubaili, peut-être ceux qui argumentent du côté des autorités algériennes, ils vous diront que la France a donné donc l'asile politique pour le président du MAC, Farhat Mhenni, qu'il a été peut-être reçu aussi au Sénat par des sénateurs français dernièrement. Est-ce que vous pensez que c'est une réponse à ça? On se pose la question, bien sûr, le timing de ce reportage. Mais c'est pas une réponse, au fait, c'est ça le problème. Maintenant, Farhat Mhenni, le président du MAC, a été reçu, mais c'est pas en essayant de créer des reportages qui n'ont ni tête ni queue finalement. Vous allez dire à Trump, attention, que la Californie, elle était d'origine mexicaine, elle a été annexée par les forces sécessionnistes sudistes ou nordistes américaines. C'est-à-dire, historiquement, il n'y a aucun poids. Elle est où la diplomatie? C'est-à-dire, il faut trouver une autre façon de faire de la politique. Il faut trouver une autre façon de mettre en place comment dirais-je, la diplomatie algérienne. C'est-à-dire, maintenant, c'est une diplomatie vraiment je suis désolé, vraiment qui n'a ni tête ni queue. Il n'y a pas une forte diplomatie, on n'a pas de diplomate de grande envergure. C'est-à-dire, quand ils prennent la parole, avec des arguments, c'est n'importe quoi comme reportage. Autre question, il va dire à Poutine, vous avez annexé la Tchétchénie. Il faut savoir que la Tchétchénie, non seulement elle a été annexée, elle a complètement, ils ont anéanti en 93. Il a dit, Poutine, je vais les poursuivre jusqu'au chiottes pour récupérer la Tchétchénie, pour qu'elle n'échappe pas à l'ogre russe. Donc, au fait, il faut qu'il fasse une globalisation quand il essaie un petit peu d'argumenter. Quant à Monsieur Gougil, qui a 94 ans, parce qu'il est né en 1931, Gougil je vais lui dire quelque chose. Et qu'on n'a pas de problème. Si l'Algérie a des problèmes, alhamdoulilah, ma'nash al-Mediouniya. Oui, mais n'oubliez pas, Monsieur Gougil, vous avez une dette publique de 45% du PIB. Elle est immense. On n'a pas un endettement extérieur, mais des personnes, il aurait pu dire, on peut s'endetter si on veut investir. La majorité des pays étrangers,
comme les États-Unis, comme les Allemands qui sont en train ils vont sortir de la récession économique, ils sont en train de mettre 1500 milliards de dollars, je veux dire, pour des investissements. C'est-à-dire, on s'endette pour investir parce que, in fine, nous allons gagner. Mais lui, ce qu'il veut, ce qu'il voit, c'est qu'on n'a pas de dette vis-à-vis de l'extérieur, mais à l'intérieur, comme le disait Nazim, on produit rien. On importe on importe les moutons, on importe la poudre de lait, on importe la poudre du blé, on importe X. Nous sommes un pays déversoir et ils ont rendu le peuple algérien, on dirait, des tubes digestifs. Donc, le problème, c'est que nous, toujours dans le populisme. 94 ans, je suis désolé, je respecte son parcours révolutionnaire, c'est tout à son honneur, mais il est temps qu'il se retire, ne serait-ce que laisser un président, un jeune qui a fait de la science politique, qui a fait de la science économique, c'est quelqu'un qui oriente, c'est quelqu'un qui pèse, mais non, on le met ici juste pour prendre une place, et c'est ça le malheur de notre pays. C'est-à-dire ceux qui ont gagné, ceux qui étaient impliqués dans la révolution algérienne, et je leur rends hommage, c'est-à-dire parce qu'il faut dire toute chose, il faut dire la vérité. Mais quand même, ils ont confisqué le fait qu'ils étaient dans la révolution, ils ont le monopole sur tout, et ils ont le droit de décider au XXIe siècle, c'est-à-dire, on est dans une période d'intelligence artificielle. Est-ce qu'il le sait? Est-ce qu'il sait que les startups, il faut les développer? Est-ce qu'il sait que l'Algérie, elle est en retard, vachement en retard. Si on va pas faire des réformes économiques, politiques, sociales, culturelles, on va se diriger vers le mur. Maintenant, pour renforcer la consommation intérieure, taper sur la France, taper sur ceci, taper sur cela, est-ce que c'est une solution? Ce n'est pas une solution. Je pense que Chab, il a compris. En tout cas, moi, je fais confiance au peuple. Le peuple, il a compris. Il a compris que ce pouvoir qui sont aux commandes de notre pays, ils naviguent à vue. Et ils sont en train de pousser l'Algérie vers le mur. Mais nous, pourquoi nous militons? Nous militons pas pour avoir des places, pour avoir de ceci. Nous militons pour que nos pays s'en sortent. Parce qu'il est dans des marécages, vous vous rendez compte, un pays comme le nôtre, après 62 ans, on nous dit c'est une jeune nation. Quelle jeune nation? En 73, l'Espagne n'avait pas d'autoroute. En 70, la Corée du Sud, elle était vraiment vachement en arrière. Regardez la Corée, elle est devenue 7e puissance économique du monde. Regardez l'Espagne, grand pays d'investissement, rien. Regardez ce nouveau pape. Ce nouveau pape qui fait partie de l'ordre des Saint-Augustins. En principe, on peut développer le tourisme culturel, on peut l'inviter, on peut faire de notre pays une destination ouverte. Il faut s'ouvrir au monde, il faut dire la réalité au pays, il faut faire des référendums. Est-ce que nous sommes pour ou est-ce que nous sommes contre? Il faut participer, ce qu'on appelle une démocratie représentative, participative. Ce peuple, c'est pas un tube digestif. Vous importez les moutons, vous leur donnez de la semoule, du lait, et vous dites applaudissez. Non, c'est pas ça. Le peuple est éveillé. Notre peuple algérien, c'est le plus politisé au monde maintenant. Je vous promets que notre peuple, il devient le plus politisé au monde. Parce qu'il a été touché dans sa chair. Donc c'est la raison pour laquelle il faut qu'il s'ouvre. Je veux dire aux dirigeants, il faut qu'ils s'ouvrent. À chaque fois, moi je dis, il faut s'ouvrir jusqu'à quand? C'est une perte de temps. Le compte à rebours, il a démarré depuis 2019. Nazim Taleb, il ne me reste pas beaucoup de temps. Comment peut-on lire donc la diffusion de ce reportage par l'ENTV qui parle bien sûr de la Bretagne terre colonisée par la France? On est dans une autre étape, si on peut dire, de cette crise entre l'Algérie et la France. Nazim Taleb. Ma question est de savoir, ce monsieur, il parlait d'où? Où est-ce qu'il a fait son interview? De France, je suppose, bien sûr. Voilà. Là, vous avez la réponse. Il est indépendantiste, il le réclame, il a son béret, sa tenue traditionnelle, il s'exprime en France. En Algérie, vous faites un poste,
Machir Aneradi, vous êtes en prison. Voilà déjà la différence. Je ne dis pas que la France est un modèle ultime de démocratie. On l'a vu avec Rza, je veux dire, ça a mis en exergue ou en lumière le deux poids, deux mesures. Mais c'est pour ça que je vous dis, il faut garder toutes proportions gardées. On peut pas comparer la France, quoi qu'on en dise, on peut s'exprimer. Il y a un système judiciaire qui est indépendant du système exécutif. Il y a des institutions qui marchent. Certes, la France a des problèmes, mais ce monsieur s'exprime en France, à un média français. Faites la même chose en Algérie et vous allez voir. Donc, encore une fois, faire un reportage de la sorte, c'est quoi le gain politique ou économique ou diplomatique que vous voulez faire, si ce n'est de faire de la surenchère? Pourquoi l'Algérie, quand l'Espagne a reconnu la marocanité du Sahara, pourquoi ils n'ont pas fait la même chose sur les événements de Barcelone? Vous vous rappelez, c'était quand même beaucoup plus violent à Barcelone quand les Catalans voulaient leur indépendance. Pourquoi ils n'ont pas fait la même chose pour l'Espagne? Il y a eu même un référendum. Oui, et pourquoi ils n'ont pas fait la même chose pour la Chine sur le Ouïghour? Comment? Je veux dire, encore une fois, on est dans le ridicule, on est encore une fois dans la politique des réseaux sociaux. Rejla, genre c'est un combat de coq, mais qui n'apporte rien dans l'absolu à l'Algérie. Parce que finalement, comme je vous ai dit, quand je vous ai donné l'exemple tout à l'heure espagnol, finalement les Algériens, le gouvernement algérien, ce régime algérien, ce régime mafieux, il a courbé les chines finalement devant l'Espagne. Et l'Espagne n'a pas changé sa politique. Et aujourd'hui, il se targue de bonnes relations avec l'Espagne. Pourquoi ils n'ont pas fait la même chose quand Trump, dans son premier mandat, a reconnu la marocanité du Sahara? Pourquoi ils n'ont pas fait la même chose? Mais les États-Unis, c'est pas la même chose que la France. Pourquoi ils le font pas? Donc encore une fois, je vous ai dit, il n'y a pas de stratégie, il n'y a pas de vision, il n'y a pas de, parce que encore une fois, c'est désolant de le dire, parce qu'on est dirigé par des militaires. Les militaires ne savent ne faire ni l'économie, ni la politique, ni la culture, ni la science, ni la sociologie. Il sait faire que faire des armes et détruire. C'est ça le rôle de l'armée. Malheureusement, on est devant un État hyper militarisé, hyper sécurisé, et on voit aujourd'hui les échecs successifs de cette politique qui dure au moins depuis le coup d'État de 92, où effectivement on a militarisé, sécurisé les appareils de l'État et on a donné des postes de haute compétence à des minables, des moins que rien pour diriger le pays, et on croit que c'est une caserne. L'Algérie n'est pas une caserne, elle a une histoire brillante, tant au niveau de la diplomatie, au niveau de l'économie, etc. Malheureusement, l'Algérie aujourd'hui, elle est réduite à sa plus simple expression, à savoir un tube digestif. Voilà. Très bien. Et bien sûr, tube digestif, et vous fermez votre bouche. Très bien. Ilyas Jubaili, très rapidement le mot de la fin, Ilyas Jubaili, puisque j'avais commencé aussi par Nazim Taleb. La situation du pays nous interpelle presque à tous les niveaux. On est en train de parler de la diplomatie. Nazim Taleb même a dit que l'Algérie est isolée de plus en plus. Où va l'Algérie? Où va l'Algérie? Ah oui, absolument. Où va cette Algérie? Où va c'est sans précédent. C'est la première fois que notre pays s'isole de plus en plus. D'ailleurs, quand j'ai vu que Tebboune ne fait pas partie des invités de Poutine, je me suis posé la question des relations historiques, alliés naturels et stratégiques. En tant que pays qui lui fournit les Sukhoi 57 et 37, il n'est pas invité. D'ailleurs, l'Algérie, elle a c'est pas possible. Où est-on? Où va-t-on avec cette diplomatie? Où va-t-on avec ces dirigeants-là qui sont en train de naviguer à vue, à l'aveugle comme ça? Le problème, c'est dangereux. C'est eux ils risquent d'enfoncer le pays complètement isolé. Ils s'isolent de l'Europe, ils s'isolent de l'Afrique, ils s'isolent de la région du Sahel, ils s'isolent de l'autre côté. Je veux dire,
Donc, il reste que la Chine. Même le sommet de la Ligue arabe. Donc, et de la Ligue arabe, ils n'ont pas été invités. D'ailleurs, les réunions les plus importantes, Tebboune n'a jamais été invité. Vous vous rendez compte? Les services secrets algériens, ils ont sorti un truc en sollicitant des citoyens. Depuis quand, je veux dire, il est président, il a décidé d'y aller, qu'il aille. C'est ça. Il représente l'Algérie. C'est quoi? Du jamais vu. Mais franchement, on est tombé si bas. On est tombé si bas. Et tout ça, c'est les manœuvres diaboliques des services secrets et l'armée, je ne sais pas qui. Tout ça qui pousse l'Algérie dans l'isolement le plus total. C'est malheureux, c'est malheureux. Et le Hirak, il est là depuis 2019, il a alerté. Nous avons alerté la situation économique et politique de notre pays. La question des droits humains en Algérie aussi. Vous savez, la question de tout, la question culturelle, regardez même la question identitaire. Quelque part, c'est le régime qui est responsable. Je le dis, moi. Merci, Ilyas Jubaili. Barakallahu fik. Désolé, Ilyas Jubaili, je vous ai pressé un peu. On est arrivé à la fin de cette émission. Merci, Ilyas Jubaili, ingénieur économiste, militante politique. Vous étiez avec nous depuis Paris. Merci aussi à Nazim Taleb, membre du secrétariat de Rached. Vous étiez aussi avec nous depuis Paris via Skype. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Et à takoum saha, bqaw ala khair.